M. Pigeras avait beaucoup parlé de la physiopathologie, moi je ne reviens plus là-dessus. Mais par contre, lui, il a parlé des grandes personnes. Moi, je vais parler des enfants. Pour qu'un jour, monsieur ne reçoive pas un coup de pied de madame et madame de monsieur. Et que monsieur peut toujours... On va essayer de prévenir donc cette apnée obstructive du sommeil. Donc, notre objectif pour ce moment, c'est d'abord de détecter les anomalies maxillofaciales qui peuvent entraîner le SAOS d'abord. Et comment prévenir et intercepter ce SAOS pour que M. Pigeras ne reçoive plus de coups de pied. Donc, on va d'abord faire une petite introduction sur comment ça va se passer. Puis, nous allons voir des facteurs maxillofaciaux qui vont favoriser le SAOS. Et quels seront les traitements orthopédiques et orthodontiques. Et un tout petit des cas cliniques, un tout petit peut-être 5 minutes avant de conclure. Donc, les anomalies maxillofaciales jouent un grand rôle dans l'apparition du SAOS, car ces anomalies maxillofaciales peuvent entraîner le SAOS d'abord, et il peut l'aggraver aussi. La prévalence. Non, c'est l'effet de la peine parce que c'est trop près du truc. Donc l'orthopédie joue un très grand rôle, j'ai dit. Ceci dans le dépistage, dans la prévention et l'interception de cette maladie. Et au point de vue prévalence, la prévalence du SAOS chez l'enfant est de 2 à 18 ans. Elle est de 2% chez l'enfant de 2 à 18 ans, 6,5% à 5 ans, et 4,5 à 7 ans, 1,3 à 9 ans. Et parmi ces enfants qui ont un SAOS, un tiers sont tous apnéiques. Des enfants apnéiques présentent tous des anomalies maxillofaciales. Dernièrement, l'HAS, l'Autorité de la Santé française, j'ai vu la revue avant-hier, avait dit que 1,3% des enfants présentent des SAOS, mais c'est une pathologie qui est sous-diagnostiquée chez les enfants et même chez les adultes. Donc, ces anomalies maxillofaciaux peuvent être fonctionnelles, anatomiques, ou bien l'association des deux, ou bien nous avons l'intrication. Et ces anomalies sont interdépendantes, fréquemment. D'abord, nous allons voir les anomalies fonctionnelles, qui est la plus grave, dont nous allons parler un peu plus long de ces anomalies fonctionnelles. C'est la respiration. Tout le monde sait que nous respirons par le nez. Par contre, cette respiration joue un très grand rôle dans la formation de la face, donc rôle dans la morphogenèse faciale, sur l'arcade dentaire, sur la croissance de tous les os. Et par contre, s'il y a des obstacles quelque part, on a une respiration pathologique qui peuvent être purement buccales ou bien mi-buccale, mi-nasale. Et la prévalence de cette respiration buccale est à peu près de 17,12%. Quelles seront donc les conséquences de respiration buccale? Cela entraîne une posture linguale basse et des troubles de la croissance faciale. Normalement, la langue s'appuie sur le palais, ce qui va entraîner la croissance du maxillaire. Et croissance du maxillaire égale élargissement de la cloison, des fosses nasales, si bien que l'enfant peut respirer très bien si la langue a une position normale. Et en plus, il a la perturbation aussi de ce qu'on appelle le couloir dentaire. À ce niveau, on a les forces zéro sur ce couloir dentaire parce que la pression de la langue et la pression des buccinateurs et des lèvres s'annulent. Donc, les langues seront bien alignées, les dents plutôt. Par contre, si la langue se met n'importe où, les dents vont d'abord se mettre de travers, le maxillaire ne va plus augmenter et la mandibule va aussi reculer
Dans ce cas-là, si la langue, dans le cas de respiration buccale, donc la langue va se mettre sur les dents et nous allons voir les conséquences. Donc, on aura une ouverture buccale constante, c'est-à-dire l'enfant va ouvrir tout le temps la bouche. On a à ce moment-là un déséquilibre des élévateurs et des abaisseurs de la mandibule. Ceci va augmenter l'étage inférieur de la face, l'angle cognac sera ouvert et l'enfant aura un faciès athénoïdien. Et on a en plus de ces troubles maxillofacial, on a trouble de la statique céphalo-vertébrale. Et vous allez voir la face de l'enfant. Donc, on aura une croissance verticale. Vous voyez, le squelette maxillofacial. Là, c'est la mandibule qui part en arrière. La croissance est verticale, les dents qui sont trop en avant. Et nous le voyons. Un enfant respirateur buccal. Vous voyez, la face est vraiment moche. Avec la langue qui est ouverte comme ça. La bouche, plutôt les lèvres entrouvertes. Et c'est encore plus grave. Là, nous avons parlé de parodontite tout à l'heure. Là, c'est l'exemple type d'une parodontite au niveau que tu vois un respirateur buccal. Et quelqu'un m'a demandé tout à l'heure comment ça se passe cette parodontite. J'ai dit que est-ce qu'il a une relation qui est en premier, la parodontite ou le SAOS. J'ai dit que pour moi, c'est la respiration buccale qui est la cause de tout ça. Parce que l'air qui entre par la bouche n'est pas préparé pour le poumon ni pour tout notre corps. C'est plein d'allergènes, plein de poussière, tout et tout. Et cela aggrave tout ce qui est muqueuse dans la bouche. Et l'ORL va parler tout à l'heure de l'hypertrophie de l'amygdale aussi. Peut-être parce qu'il y a un peu la cause aussi de l'hypertrophie de l'amygdale. Et ce sera un cercle vicieux après. Même si on enlève les amygdales, si le maxillaire n'est pas bien développé, il n'y aura pas toujours de respiration nasale. Donc, c'est tout un phénomène qu'on doit modifier avant que l'enfant soit bien guéri. Mais en plus, il a le carie qui est toujours pas là parce que la bouche est sèche devant un respirateur buccal, bouche sèche, tout et tout. Et carie parce qu'il n'a pas de salive qui va le rôle d'émonctoire de la bouche. Et là, c'est toujours dans le rôle du développement. Ça c'est maintenant la déglutition qui est moins grave que la respiration qui est permanente, une fonction permanente. Mais la déglutition, par contre, n'est pas à négliger. Nous déglutissons 1200 fois par jour. Si bien que cela peut aussi avoir un impact. Si la langue se met de travers, vous pouvez avoir, par exemple, une latérodéviation avec une endoalvéolis. Endoalvéolis, ça veut dire que l'os alvéolaire, au niveau du maxillaire, ne croîtra pas bien parce qu'il n'aura pas le rôle morphogénétique de la langue. Et vous avez l'enfant qui a une latérodéviation. Donc c'est un peu moche. Et maintenant, après avoir mis là la mastication que j'ai oublié, parce que c'est vraiment un peu minime la mastication. Une mastication unilatérale permanente va entraîner aussi une asymétrie parce que l'autre côté ne va pas travailler. Donc c'est logique qu'il ne croit pas aussi bien que l'autre qui travaille. Et ça, c'est l'anomalie fonctionnelle. C'est surtout la respiration buccale qu'il faut retenir. Mais par contre, ces anomalies fonctionnelles peuvent entraîner des anomalies anatomiques si l'anomalie anatomique n'était pas primitive. Mais si c'est primitif, ça peut, j'ai dit, il y a une intrication entre les deux, une interdépendance. Il ne faut jamais penser que c'est l'anatomie qui est en faute ou bien la fonction qui est en faute. Change les formes et les fonctions changera, change les fonctions et la forme changera aussi. Ça, c'était une tâche des orthopédistes je ne me souviens plus du nom. Donc, pour les anomalies anatomiques, nous allons deux grandes anomalies qui peuvent être cause du SAOS. D'abord, la classe 2 par micro ou rétromandibulé. Classe 2 veut dire que la mandibule est en arrière par rapport au maxillaire. Et la classe 3 par hypodéveloppement maxillaire. C'est-à-dire que le maxillaire est en arrière de la mandibule.
Donc, commençons par la classe 2, par micro-rétromandibulier. Dans la classe 2, nous avons la mandibule qui est en arrière, donc en recul, et le maxillaire qui est en avant. Et là, si nous le voyons en vue endobuccale, nous avons des dents qui sont un peu longues. Quelle sera la conséquence? Cette classe 2, cette micro-mandibulie va entraîner une distance cou-menton, c'est-à-dire ça qui sera diminuée. Donc, distance cou-menton diminuée et distance cou-menton diminuée. Si la mandibule est entraînée en arrière, la langue va suivre et la base de la langue va fermer la lumière pharyngée qui est déjà assez petite. L'ORL va encore parler, mais je ne vais pas avancer ce que veut dire l'ORL parce que 5 mm² au niveau de la lumière, une toute petite inflammation va entraîner immédiatement une coaptation des muqueuses de voies aéropharyngées. Donc, diminution de l'espace pharyngé. Donc. Et pour la classe 3, nous avons une atrésie maxillaire, c'est-à-dire le maxillaire est très petit. On peut avoir une brachinésie, c'est-à-dire le maxillaire sera court, ou bien une endognasie, c'est-à-dire que c'est la largeur de la mâchoire supérieure qui sera diminuée. Et mâchoire supérieure diminuée, car le fosse nasale diminuée. Et là, nous avons vraiment une atrésie devant cet enfant. Vous le voyez, là, si on regarde d'en haut, c'est pour faire notre diagnostic, fréquemment, on regarde d'en haut l'enfant, si en vue d'avion, on dit en vue d'avion, c'est comme si c'est le menton qui est en exergue. Le maxillaire, on ne le voit pas. Donc ça, c'est vraiment une atrésie maxillaire. Et vous voyez ce qui est endobuccal. Donc, ce que je disais tout à l'heure, ça entraîne un rétrécissement des fosses nasales, respiration buccale, langue basse, diminution de la lumière pharyngée. Après ce bref rappel sur les facteurs favorisant sur sa hausse, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, c'est un traitement long et difficile. Mais d'abord, il faut intercepter dès l'enfance et dès les premiers signes, c'est-à-dire dès le ronflement, dès que l'enfant mouille son oreiller, et dès l'énurésie jusqu'à 6 ans, l'enfant fait encore une énurésie, donc il faut déjà intercepter. C'est pourquoi je dis que nous les orthopédistes, enfant respirateur buccal égale futur atteinte de SAOS, donc intercepter pour que nous n'utilisions pas trop de PPC ultérieurement. Donc, quel sera d'abord le principe du traitement? D'abord, rééducation des fonctions, libérer les voies aériennes supérieures et harmoniser la croissance maxillofaciale. D'abord, rééduquer les fonctions d'abord. Premièrement, rééduquer la langue. La langue est très très forte. Donc, rééduquer la langue soit par des appareillages. L'appareillage que je n'ai pas mis l'appareil, mais il y a un appareillage qu'on appelle l'appareil de Tuca. Et on donne aux enfants et il a une petite boule dessus. Et on dit à l'enfant de jouer à cette petite boule au niveau du palais. On l'appelle l'appareil de Tuca, mais je ne l'ai pas écrit. Mais parfois, même si on n'a pas d'appareil de Tuca, quand on met l'appareil pour rééduquer, pour corriger, par exemple, une atrésie maxillaire, on dit à l'enfant de jouer avec l'appareil, avec la langue, et automatiquement, la rééducation de la langue se fait. Et pour la respiration buccale, si la langue est rééduquée, la respiration buccale se réduit automatiquement. Si on enlève aussi donc tout ce qui empêche de respirer par le nez. Mais nous préconisons aussi le sport et un exercice labial pour que l'enfant ait l'habitude de fermer les lèvres. Et pour la déglutition, on montre à l'enfant où la langue doit se mettre, c'est-à-dire au niveau de la papille rétro-incisive. La pointe de la langue doit être au niveau de la papille rétro-incisive quand nous déglutissons.
Et pour la mastication, on dit à l'enfant de mâcher du chewing-gum des deux côtés. Là, c'est une bonne technique parce que tous les enfants préfèrent manger du chewing-gum. Donc ça, c'est une réussite à 100% parfois. Mais pour la déglutition et la respiration, on a des difficultés. Quels seront donc les appareils que nous allons utiliser? Pour la classe 3, nous allons élargir le maxillaire donc pour libérer les voies aériennes supérieures d'abord, libérer les fosses nasales. Ça, ce sont les appareils les plus simples. C'est une plaque palatine n'a fait qu'inféré médian à ce niveau. Et quand on l'ouvre en bouche, ça écarte les mâchoires, les deux maxillaires, donc la suture palatine, interpalatine qui va être fracturée après. Donc ceci c'est tout simplement pour l'expansion. Mais par contre, il y a un appareil qu'on utilise beaucoup, que nous utilisons beaucoup. Ce n'est pas là. C'est là. Ce sont les disjoncteurs. C'est celle-là. Avec celle-là, on fracture carrément la suture palatine en une semaine ou même 3 jours quand l'enfant le supporte. C'est encore... non, l'enfant n'a pas mal. Si je fais ça sur vous, vous criez. Mais si chez un enfant, l'os est encore très souple, c'est fibreux, encore la suture est encore fibreuse. Ce n'est pas encore... Ça finit à 11 ans, la synostose palatine. Mais chez un enfant de 6 ans, 8 ans, c'est très facile. Donc ça, c'est le disjoncteur. On cache carrément, il a un espace là. Vous voyez le palais qui est très profond. Et en même temps, on met les appareils multi-attaches. Et pour la classe 2, ça c'était donc pour ouvrir la fosse nasale. Par contre, pour la classe 2, c'est-à-dire, on va utiliser les appareils d'avancement mandibulaire. Là, c'est la plus simple aussi, que nous utilisons à Madagascar fréquemment. C'est un simple, très facile à confectionner. C'est une plaque rétro-incisive. Ça force la mandibule à avancer et ça incite l'enfant aussi à mettre la langue dessus, derrière ça. Et on fait automatiquement la rééducation de la langue lors de la respiration buccale. Ça, c'est que nous avons l'habitude de voir lors test avancé mandibulaire que vous utilisez peut-être dans les pays développés. Mais moi, je fais des gouttières quand je fais des trucs comme ça. Pas dans monobloc comme ça, mais pour moi, c'est un bibloc. Je n'ai pas montré là, mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai montré ça. Donc, ou bien au test avancé mandibulaire qui va forcer l'enfant à projeter sa mandibule en avant. Et à ce moment-là, ça ouvre en même temps la lumière pharyngée et il respire automatiquement par le nez quand on a fait la turbinectomie et la ténoïdectomie. Donc, après ces brefs rappels pour la prévention, nous avons fait une étude. Ceci a été, nous avons colligé 148 patients. Ces patients sont tous des respirateurs buccales. Par contre, 12 cas ont été suspects de SAOS et dont 2 fortement suspects. Fortement suspects, j'entends dire par fortement suspects, ce sont des enfants qui ronflent beaucoup, qui respirent par le nez, oreiller mouillé, la somnolence diurne et nurésie. Ceci, nous l'avons demandé aux parents parce que nous n'avons pas de PSG. Donc, il faut se contenter tout simplement de ce qui est clinique. Et quelques auteurs sont d'accord sur ce point-là que parfois, le diagnostic chez l'enfant se fait par l'anamnèse et toutes les signes cliniques qu'on voit. Mais ces signes cliniques peuvent être associés entre eux, peuvent être complets. Tous les enfants présentent dans l'hétérophlément une respiration buccale. Par contre, il n'y avait eu que 2 qui a fait une énurésie. Donc c'est pourquoi nous avons 2 fortement, parce que toutes les signes étaient complets pour cet enfant. Pour ces 2 enfants plutôt. Et après, attends, je vais d'abord dire, pour ces enfants, pour les 12 ans, après 3 mois, on avait eu de bons résultats. Nous avons montré ça, ce sont les enfants. Ça, c'est l'un des enfants qui a fait l'énurésie. Celui-là, celle-là. Après 6 mois, on a commencé à
fermé la béance. La langue est à peu près redevenue normale. Et donc, 148 sur 50, on avait eu 8,1% de taux d'incidence pour le fort suspect. Pour ce qui est suspect et fort suspect, 1,3%. Ce qui correspond à peu près à ce que dans toutes les littératures, c'est autour de 1 à 2% pour toutes les littératures. Donc ça c'est... Ah, j'ai montré les cas cliniques après. Ça c'était l'enfant qui a fait une énurésie, c'est une énurésie. Et après 6 mois, on a commencé à fermer le béance. Mais par contre, l'énurésie a fait commencer à cesser après 3 mois. Et la respiration buccale, c'est à peu près ça. C'était à peu près 6 mois quand on a fait fermer. Et ça, c'était un enfant qui n'a fait pas de fièvre d'énurésie, mais par contre, a fait une rétronésie mandibulaire. Et ça, c'était après 1 an qu'on a obtenu ça. Et ça, c'était la classe 3. Ça, c'est après 1 an qu'on a réussi à avoir ça. Vous voyez la rétromaxillie. Et là, on a réussi à avoir, après 1 an, à avoir une lèvre supérieure normale. Donc, encore pour conclure, d'abord, l'orthopédiste, autrefois qui n'a fait que les traitements symptomatiques au point de vue SAOS, actuellement, nous pensons que l'orthopédie dentofaciale peut apporter beaucoup pour la guérison, pas la guérison, guérir SAOS en adulte, non, mais chez l'enfant, éviter, pour que nous puissions éviter que ces enfants soient des apnéiques un jour. Donc, nous pouvons faire beaucoup de choses. Mais par contre, il faut que ce soit multidisciplinaire, j'ai dit. Il faut qu'il y ait une association entre l'ORL, l'allergologue, le kiné, l'orthophoniste, le neurologue, tout le monde qui peut être concerné. Mais le rôle de l'orthodontiste à ce moment-là, c'est d'harmoniser la croissance d'un contexte fonctionnel équilibré. Si bien que, je vous remercie pour votre aimable attention, que M. Pirias n'a pas dormi comme la CAF. Et merci de votre aimable attention. Merci de... Ça, c'est le papa de Mahajanga au bord de la mer. Oui, on a vu. Pour vous dire que c'est Mahajanga qui a fait ça. Merci pour cette présentation très technique.